bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Est-ce que tu peux te présenter ? Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Donc là, quand je parle de présentation, c'est ton nom, prénom, peut-être ton âge, de qui est constituée ta famille, où est-ce que tu vis. Voilà, déjà un petit peu les bases. Juste les bases, le socle. On t'écoute. Donc je suis Paola, je suis d'origine portugaise. Je suis en France depuis 2012, donc un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai un enfant de 24 ans. Pardon, 25. Ah. J'ai 56 ans. J'habite aujourd'hui à Val-aux-Joues, une petite commune du Périgord noir. C'est très beau, il faut venir visiter. Et puis, avant, on a déménagé août 2023, fin août. C'est récent, toi. C'est très récent. J'habitais... ça fait pas encore un an, là. Ouais, ça fait pas un an. Ouais. C'est marrant parce qu'on dirait que tu es là depuis très longtemps, en fait. Je suis en train de me dire ça. Je pense que c'est parce que j'ai une facilité d'adaptation et parce que tout ce que je fais, j'y mets vraiment du mien et du cœur. Je suis tout le temps à 100% dans tout ce que je fais. Et du coup, je me suis appropriée de cet endroit, appropriée entre parenthèses, parce que je dis toujours qu'on n'est pas les patrons de cet endroit, on est des gardiens. Je pense qu'on est surtout des gardiens des lieux. Et même si on n'est pas tout seul, moi je pense que tous ces arbres plus que centenaires sont plus gardiens encore que nous. C'est eux les boss. C'est eux les boss, exactement. Voilà, donc on est arrivé avec mon compagnon fin août 2023, comme je disais. Oui. Et avant ça, on était dans le Vaucluse. Je suis productrice de plantes médicinales depuis 2021. Donc c'était tout de suite après le premier confinement, un déclic, une évidence. Ne nous dis pas tout de suite. Ok. On habite dans une petite ferme du 19e, 1864 si je ne me trompe pas. Donc on est en train de tout refaire à neuf. Et donc les travaux dans la maison. À l'avenir, on aura 2 gîtes. Et on a construit un jardin médicinal. On a construit le potager. On a fait des terrasses parce qu'on est un petit peu en colline. Oui, c'est vrai qu'on est complètement en pente. Un petit peu en pente. Je parle en pente, là. Exactement. Donc, on a construit ces terrasses à l'automne. Donc, on est en train de créer le jardin. Donc, je pense que le fait d'être en train de tout créer à nouveau te donne peut-être cette sensation que je suis là depuis plus longtemps. Je sais pas, même visuellement, en fait, c'est comme si tu... Voilà, après, je pense que je suis à ma place. Peut-être, ouais. Finalement. Ouais. En tout cas, tu étais bien dans le décor. Oh, merci. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et là, finalement, je me sens vraiment à ma place. C'est vraiment un lieu qui m'a bien accueillie. Je me sens bien accueillie aussi dans le milieu social, avec les gens du village. Et puis, cette terre, ça me parle, quoi. Tu viens de dire quelque chose, et tant pis, je vais poser la question tout de suite. Des fois, c'est pas dans cet ordre-là, mais ça, tant pis, c'est pas grave, tu viens de le dire. Tu dis, je me sens à ma place. Alors, moi, qui me suis énormément posé de questions, de doutes, et c'est pour ça aussi que j'ai entrepris ce podcast, qu'est-ce qui te fait dire, concrètement, que tu es à ta place? Tu t'es pas réveillé un matin en disant « Oh, je suis à ma place ». Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les signes ou les... Je sais pas, moi, dites-moi, aidez-moi. Alors, Sandrine, je pense que
C'est tout simplement le fait de te réveiller le matin et d'avoir la pêche tous les matins. De te dire, tu as envie d'aller au jardin, tu as envie de faire les travaux, tu as envie d'avancer. Je pense que le fait de te réveiller le matin et te dire « Waouh, ce lieu, il a besoin de moi » et c'est là que je me sens bien. Et puis moi, tout ce qui est mettre les mains dans la terre, c'est une thérapie pour moi. Donc je pense que finalement, j'ai mon espace... Après, il y a des choses qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Ça se sent. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation dans ton ancienne vie, avec tes anciens jobs, etc., ou tes anciens lieux de vie? Alors, je peux dire que tous mes anciens lieux de vie ou de travail même, je me posais pas trop la question. Je savais même pas trop si j'étais à ma place. Mais comme je suis quelqu'un qui se donne à 100%, j'ai toujours apprécié ce que je faisais. Et je pensais que tout ce que je faisais était utile et allait servir à quelque chose. Mais finalement, un jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout utile et qu'il fallait que je me rende utile pour moi-même. Avant tout. Avant tout. Avant tout pour moi-même. Parce que je vivais, j'avais une vie un peu métro, boulot, dodo et j'avais pas de sensation. C'était un peu mécanisé. Quand tu as dit sensation, tu t'es touché les bras là, parce que les gens ne te voient pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Parce qu'ici, tu ressens plus ton corps. Ah oui. Oui, évidemment. Une fois que tu es plus proche de la nature, tu te sens partie de cette nature. La nature, elle fait partie de toi. Et toi, tu fais partie de la nature. Donc, à partir de ce moment-là, tu as beaucoup plus de ressenti. Donc, chose que tu n'avais pas dans ton ancienne vie. Chose que je n'avais pas avant. Donc, ça, c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es à ta place. Oui, absolument. Et aussi le fait que, comme je me sens bien dans ce lieu, je me sens mieux aussi avec moi-même, avec mon corps, avec... je suis en paix avec moi-même, avec mon entourage. J'allais te demander, justement, tiens, c'est bien, tu as fait Des fois, vous faites ça, vous répondez avant que je pose la question. Donc, bonne transition, j'allais te demander, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu ressens avec ton entourage, alors je vais pas dire tes anciens amis, parce que non, ça peut toujours être tes amis, mais amis, famille, etc. Est-ce que ça aussi, ça a changé? Oui, je pense que ça a changé. Parce que dans ma vie d'avant, j'étais tout le temps très stressée, tout le temps dans le rush. Désagréable. Tout le temps désagréable. Oui, non, mais c'est vrai en plus. J'étais très désagréable parce que j'avais pas le temps. J'étais fatiguée, très fatiguée. J'écoutais pas. Je bossais comme une folle. Je faisais des heures pas possibles. Mais je pense comme beaucoup de monde. Et c'est vrai que l'environnement le ressentait aussi. La famille le ressentait. J'étais pas toujours très agréable. J'étais un peu agressive des fois. Et le fait de vivre une vie plus calme, plus en lien avec la nature, mais vivre au gré de la nature et au gré des jours, vivre un jour à la fois, ça m'a rendue aussi une personne beaucoup plus calme, plus agréable. C'est ça. Est-ce que, assez succinctement, parce que je sais que tu as eu 1000 vies, en tout cas tu as une vie très riche. Je suis âgée. Oui, je suis une personne âgée. C'est une personne âgée que j'ai en face de moi, 56 ans, qui est vachement beaucoup plus vieille que moi. Ça me fait plaisir. Quels ont été tes métiers et les villes que tu as parcourues? Tout ça en 2 minutes. Même moins. J'ai l'habitude de dire que j'ai 2 vies. J'ai la vie d'avant, que c'était au Portugal, et la vie de maintenant, qu'en France. Mais dans mes 2 vies, j'ai eu aussi d'autres vies. Des petites boîtes dans les grosses boîtes. Exactement. Donc, j'ai vécu à Porto pratiquement toute ma vie, jusqu'à mes 40 ans à peu près. Et j'ai travaillé 17 ans à l'aéroport de Porto. J'étais dans les relations publiques, même si j'avais fait ma formation académique, c'était du tourisme. J'étais dans le tourisme, mais je me suis détournée un petit peu vers les relations publiques. Donc, j'ai travaillé 17 ans. Et puis un jour, j'en ai eu marre.
Et j'ai tout lâché. J'ai quitté la ville de Porto, j'ai quitté la famille parce que j'en pouvais plus des pressions familiales. Sachant que tu avais déjà un garçon là. Ouais. Mon fils à l'époque avait 8 ans. Donc j'ai quitté Porto. J'ai quitté mon boulot de 17 ans et je suis allée m'installer dans un petit village au nord du Portugal, Viana do Castelo, Viana du Château en français. Et c'est un magnifique petit village où on a une qualité de vie exceptionnelle. Comme ici ? À peu près comme ici. Non, ici on est plus au vert quand même. D'accord. C'est un petit village en bord de mer. Et du coup, je suis allée m'installer dans ce petit village. Et au bout de 2 ans, j'ai créé une boutique de produits du terroir que j'ai adoré tout simplement. C'est un petit village touristique ? Oui, un petit village touristique. C'est ça, un tout petit village touristique. Après est arrivée la crise financière 2008. Ça n'a pas vraiment marché. Ouais. Ça a marché au départ ? Ça a marché au départ, mais après c'était très compliqué. J'avais créé un concept, je pense, un peu avancé pour l'époque et pour le petit village, en tout cas pour les locaux. Et je ne pouvais pas vivre que des touristes. Donc, c'était une boutique qui recevait aussi des artistes. On faisait des pièces de théâtre dans la boutique. C'était une boutique concept. Oui, exactement. J'organisais, puisque j'étais toute seule, des expos, photos, peintures. Parce que c'était une grande boutique, donc j'ai fait pas mal de choses. J'avais le wine bar, le tea bar. Donc, tout ça toute seule ? Ouais. Et puis, ça n'a pas marché. Je me suis rendu compte et je me suis dit, on lâche tout. Et il faut trouver du travail. Là, à l'époque, rester au Portugal, c'était pas possible parce que financièrement, ça n'allait pas tenir le coup parce que j'avais 7 enfants qui, à l'époque, avaient déjà 14 ans. Un enfant, elle n'en avait pas 7. Hein. Non, mon enfant. Voilà, j'avais 7 enfants. Désolée. Entre deux. Ouais. Désolée, des fois, Non, mais c'était bien 7 enfants aussi, mais 7 enfants, les 7 nains. Non. Ok. Non, c'est pas du tout. Je suis pas Blanche-Neige. Pardon. En plus, c'est un côté Cruella. Voilà, donc je décide de venir en France. Je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire ? J'étais dans les relations publiques avant. Je me dis, j'envoie mon CV un peu partout. Il y a une entreprise de EHPAD en France qui fait une grande campagne de recrutement. Mais moi, j'envoie mon CV. Je me dis, j'aurais bien une place au siège, par exemple. Et je suis admise dans cette entreprise. C'est un grand groupe. Donc, j'ai une opportunité de carrière à nouveau. Je suis en région parisienne. Ah oui. Ouais, je suis en région parisienne. J'habite pendant 6 ans en région parisienne, où je travaille dans un EHPAD, dans d'ailleurs plusieurs EHPAD, pas qu'un. Je commence en tant que responsable d'hébergement et je finis directrice d'EHPAD. À 50 ans, je retourne à l'école, au banc d'école, et je me forme. J'ai un master en direction d'établissement de santé. Si jamais le projet ici ne marche pas, les EHPAD, il y en a beaucoup en Dordogne, éventuellement. Exactement, mais honnêtement, j'ai plus du tout envie d'y retourner. C'est pas que c'est un mauvais métier, c'est que le système difficile est très très dur, très dur. Voilà, donc je fais ça, je suis directrice pendant un petit moment. Et je me retrouve, donc je suis en région parisienne. En 2019, début 2019, il y a une opportunité de venir dans un EHPAD à Orange, dans le Vaucluse. Et moi, je n'hésite pas du tout parce que j'avais envie de soleil. Et puis la vie parisienne ne me convenait pas du tout. Donc je saute sur l'opportunité et je pars à Orange. Septembre 2019, je perds mon job. Et à ce moment-là, je rencontre mon compagnon, mon actuel compagnon. Ah tu vois, comme quoi c'était chouette. C'était pour ça qu'il fallait que j'aille dans le Vaucluse pour le rencontrer. Et on se retrouve chez lui, une petite maison avec un grand jardin pendant le confinement. Donc moi, j'avais pas de travail. Là, tu nous amènes vers ton nouveau métier, on est bien d'accord ? Exactement. Je te laisse faire, vas-y. Dis-nous comment, effectivement, tu es arrivée à ce nouveau métier. C'était pendant le confinement. Je reprends contact avec la terre.
Ça m'a fait plein de souvenirs de mon enfance parce que chez mes grands-parents, il y avait aussi un grand potager. Et c'est même émouvant pour moi de reprendre cette activité que j'avais complètement oubliée parce que ma vie d'avant ne me le permettait pas non plus. J'étais pas quelqu'un qui avait la main verte, donc je me disais bon, les plantes c'est pas mon truc. Mais finalement, pendant le confinement, tout s'est révélé à nouveau. Et un jour, je suis en train de jardiner et je vois une fleur magnifique qu'on appelle la dame de 11 heures. Si tu veux. Donc c'est là où elle est la plus belle. Ouais, exactement. Ah ouais. Elle s'épanouit entre 11h et 14h à peu près. Moi, c'est plus vers 16h. Ouais, moi aussi, je suis un peu plus, même plus tard. Donc, je découvre cette fleur et j'ai eu envie de savoir plus sur cette fleur. D'accord. Coup de foudre avec une fleur. Exactement, c'est ça. Et là, je me suis mis sur Internet à voir des choses, à faire des recherches. Je vais acheter des bouquins. Elle sert à quoi ? Pourquoi elle est là dans mon jardin ? Voilà, j'ai tout appris sur cette plante. D'accord. Et je découvre aussi que c'est une des fleurs de Bach. C'est une des fleurs du Dr Bach, étoile de Bethléem. Et là, c'est comme une évidence. Il fallait que je travaille avec les fleurs, avec les plantes. Donc c'est parti de cette fleur ? C'est parti de cette fleur. Ouais, c'est parti de cette fleur. Après, depuis toujours, j'étais une amoureuse du thé. J'adorais le thé. Pendant le confinement, je me suis dit, j'arrête d'acheter du thé, faire venir du thé de Chine, de très loin. Donc j'arrête, une prise de conscience aussi. J'arrête de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Je vais consommer local. Il faut que je trouve des solutions pour une boisson qui me fera du bien, autant de bien que le thé, parce que c'est pour le goût aussi. Et je me suis dit, je vais faire mes tisanes. Je vais créer des tisanes. C'est parti de là. C'est parti de là. Okay. Donc, je me suis rapprochée de la Chambre de l'agriculture. Et ça, c'est aussi un conseil que je donne à tout le monde qui a envie de se lancer dans le métier de production d'une plante ou de n'importe quoi. Là, tu es agricultrice. Ton statut, c'est agricultrice. Exactement. Je suis agricultrice. Je me suis rapprochée de la Chambre de l'agriculture pour savoir quoi faire pour pouvoir produire des plantes chez moi, comment je pourrais me lancer. Et ils m'ont indiqué aussi une association qui était géniale, l'ADEAR, A-D-E-A-R. Les ADEAR, ce sont des associations d'aide à l'installation. D'accord. Spécifiques à ces métiers-là ? Spécifiques à ces métiers, au métier de l'agriculture, à tout métier de l'agriculture. Oui, pas seulement au PAM. Non, pas que au PAM. Après, il y a des ADEAR plus spécialisés PAM, comme les agrobio. Ce sont des... Elles servent à quoi ces assos ? Parce que tu dis elles t'accompagnent. Oui, c'est ça. Elles servent à nous accompagner pendant l'installation, à créer le projet déjà, à mieux définir où est-ce qu'on veut aller, comment on veut le faire. La partie financière La aussi ? partie financière, comment on trouve des aides. Si on ne connaît rien, comment on se forme. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme formation. Peut-être aller faire des stages. Aller faire des stages dans personnes qui sont déjà installées. Exactement. Donc moi, j'ai fait un parcours qu'on appelle un PPP. C'est un parcours d'accompagnement personnel. PPP. Oui, on appelle comme ça. Bon, après, PPP. Ouais, bon. Après, je pense que ça dépend des régions aussi. D'accord. Et puis, donc, je me suis fait accompagner par la Chambre, par Agrobio, mais aussi par l'ADEAR, et surtout par l'ADEAR, où j'ai fait, pendant 2 ans, j'ai fait plein de formations. Des formations courtes, d'autres plus longues, pour apprendre le métier de production, pour apprendre ce que c'est la terre, pour apprendre la terre, à la reconnaître, ce que sont les adventices, ce que sont... Les quoi ? Les adventices. Ça veut dire ? Ce qu'on appelle aussi les mauvaises herbes. D'accord. Mais en agriculture, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Ah oui, tout est bon. Tout est bon. Voilà, apprendre à traiter les plantes avec des plantes, nous on le fait.
On utilise des purins, par exemple. On fabrique nos propres purins pour traiter les plantes. On utilise aussi un peu les huiles essentielles pour traiter des plantes. On fait notre propre compost. Tout ça, tu l'as appris avec ces accompagnements. Exactement. Et toute la partie après récolte, séchage, etc., ça aussi. Tout. On apprend dès la production jusqu'à la transformation. Et puis, il n'y a rien de mieux aussi que se préparer soi-même. Il y a plein d'excellents bouquins sur le métier. Moi, j'ai dévoré des livres pendant 2 ans. D'accord. Ça te passionne de lire ces livres? C'est pas trop technique ou non, trop... Non, c'est passionnant. C'est passionnant parce que tu n'as jamais tout appris d'une plante. D'accord. Il y a tellement de choses à apprendre. Et tu arrives à tout retenir? Non. Pas tout, je ne vais pas mentir, je ne retiens pas tout. Et pendant ces formations, ces accompagnements, est-ce qu'il y a toute la partie plutôt quand même rentabilité de projet, business, marketing, communication, etc. Tout, on aborde toutes les questions de A à Z. Pour l'installation, il faut prévoir un budget. Donc on travaille sur un prévisionnel à 3 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et qui nous prépare déjà, même si moi je dirais que dans la vraie vie, il y a toujours des dérapages, hein, mais au moins il y a une ligne de conduite et tu sais où tu vas et tu sais comment tu vas t'en sortir. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent toutes seules et après elles n'y arrivent pas. C'est un métier quand même. C'est un métier, il faut avoir les bases. Il faut penser à tout avant l'installation. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'aller vers les gens qui le savent déjà et qui font ça depuis des années, quoi. Ce serait quoi les 2-3 choses justement où tu dis oui, c'est un métier, il faut le savoir, l'anticiper, etc. Est-ce que tu as des exemples concrets? Par exemple, moi, après, il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est on a envie de faire beaucoup tout de suite. En production? En production. Ouais. Moi, j'ai commencé avec 60 plantes différentes. Je me rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup? Ah, c'est énorme. Ah ouais? Après, je produisais 60 différentes variétés. 60 plantes différentes. Ouais, différentes variétés. Moi, je produisais sur un terrain de 2000 mètres carrés. À la fin de la première saison, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire parce que j'étais toute seule, avec l'aide évidemment de mon compagnon. Mais je me suis rendu compte qu'au bout d'une saison, il y a des plantes qui sont restées sur pied parce que je n'ai pas pu les récolter. Parce que je n'avais pas le temps pour tout. Parce qu'à un moment, les récoltes, elles se font toutes en même temps. Donc, et après, la il partie faut gérer aussi, ça. Il faut le gérer. On récolte en même temps. Et en plus, ça veut dire qu'après, assez rapidement, tu vas devoir faire la transformation. Sécher, etc. Oui, et ça, tu ne peux pas tout faire en même temps. Exactement. Parce que tu n'as pas 12 000... clés pour le séchoir. C'était séchage que je cherchais. Non, donc, il y a des choses à prévoir. C'est une espèce de rotation. Exactement. Il y a des rotations à prévoir. Et c'est pour ça, moi je dis, c'est bien de se faire accompagner dans au moins la première année. Il existe même des espaces tests qu'on nous propose, une première année de test, pour qu'on apprenne vraiment le métier. Ah oui, donc comme ça, tu n'es pas obligé de t'installer. Exactement. Tu peux très bien aller des espaces tests. Ouais, carrément. Il existe des espaces tests dans d'autres fermes, dans des fermes par-ci, par-là. En Dordogne, ça existe aussi. Ça veut dire que l'agriculteur met à disposition peut-être une parcelle? Une parcelle, un espace, les outils. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est très chouette. Et c'est d'une grande aide pour les gens qui veulent s'installer et qui ne savent pas encore comment faire. Ça, toi, tu ne l'as pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est à la base ingénieur en agriculture et qui a beaucoup de connaissances. Ah, tu ne l'as pas choisi par hasard? C'est lui qui m'a choisi peut-être. Je sais pas. En tout cas, je peux dire que tout s'est bien aligné. Voilà. Ouais. Et que lui, il était déjà, il avait un grand potager qu'il cultivait lui-même en permaculture depuis une quinzaine d'années. Donc, on a expérimenté plusieurs méthodes de culture. Et donc, lui, il connaît bien la terre, il connaît bien les plantes aussi. Donc, bien sûr, c'était une aide pour moi, une aide technique. Tu avais déjà un espèce d'accompagnement en interne. Exactement. D'accord. Donc, ça a été plus simple, évidemment, pour moi de me lancer. Et maintenant, on arrive. Alors ça a duré combien de temps? Donc, on a créé Flower Spirit en 2021.
Okay. Et on a décidé de partir du Vaucluse en 2023. Donc tu as eu 1 an d'activité. Je vais dire je dis toujours par saison. Deux saisons. 2 saisons d'activité dans le Vaucluse. Okay. Et là, je suis en train de remettre l'activité à nouveau ici, de la recréer ici, parce qu'il faut tout recommencer à zéro, même tout ce qui est administratif. Donc j'ai dû clôturer mon activité là-bas et recréer une activité ici. Tu ne pouvais pas déplacer On ne peut pas déplacer les dossiers. Okay. On ne peut pas. C'est pratique. Ouais, c'est très pratique. Donc la caisse d'assurance, si on peut dire une caisse d'assurance maladie, mais pas que. La MSA, c'est la caisse des agriculteurs. Voilà. Ouais. Elle fonctionne pas comme. C'est par département, par région. Oui, exactement. C'est par région. Donc chaque MSA a donc tu étais obligée ses règles. Voilà, de changer. Exactement. J'ai été obligée de changer. Parce que notre métier, malheureusement, il est fait aussi de beaucoup de paperasse. Donc, ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Le temps qu'on aurait pu passer en production, on est quand même assez pris avec la paperasse administrative. Mais aussi, après, on a aussi tout ce qui est partie commercialisation, ça prend du temps aussi. Donc, un métier... égale 12 casquettes. Exactement. Très bien dit. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, si tu veux bien nous le dire, pourquoi finalement, donc passer du Vaucluse à la Dordogne. On arrive sur le territoire, pourquoi venir en Dordogne? Alors, pour plusieurs raisons. Pendant que tu racontes ça, je vais manger un cannelé. Bon appétit. Alors, plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que dans le Vaucluse, on produisait nos plantes sur un terrain qui n'était pas à nous. C'était un terrain en prêt à usage. Ce qu'on appelle aussi, on avait un contrat qu'on appelle un commodat. Et le propriétaire du terrain nous avait prévenu qu'il n'allait pas renouveler le contrat. Nous, c'était une plaine, en plein cagnard, si je peux dire. Et avec Christophe, on s'était dit, si on continue à produire ici, il va falloir créer des zones d'ombrage. Et il va falloir créer aussi des haies pour nous protéger du Mistral, parce que dans le Vaucluse, le Mistral, il n'est pas toujours gentil. Donc, on s'est dit, si on reste ici, il faut vraiment qu'on discute avec le propriétaire pour créer toutes ces infrastructures pour rendre le terrain plus vivable, si je peux dire, pour y travailler. Ouais, parce que c'est plus rentable aussi. Et plus rentable aussi. Voilà, des choses à penser aussi quand on s'installe. Quel est le climat de notre région? Quelle terre on va rencontrer? Est-ce qu'il y a une cartographie là-dessus, par exemple? Oui. Il y a une cartographie. Et c'est une cartographie de ce genre qui nous a servi pour choisir la Dordogne. Ah, allez, vas-y, transition. Oui, exactement. Parce que donc, on avait ce problème de terrain, déjà dans le Vaucluse. Et donc, après, on s'est dit, on va acheter une terre. Mais acheter dans le Vaucluse, les prix n'étaient pas accessibles pour nous. C'est cher. C'était très cher. Et puis, il y avait aussi... pour moi, le Vaucluse, c'est une terre d'extrême entre la chaleur et le Mistral. Le Mistral, on sait bien que ça peut rendre fou. c'est un vent qui peut rendre vraiment fou. Et moi, ça faisait 3 ans que j'habitais là-bas et honnêtement, je sentais que c'était pas pour moi. Ouais, je déteste le vent. Ouais, moi, je ne supporte pas de cette façon, en tout cas. Moi, j'aime le vent quand il est doux, quand il est. Parce que là, c'est un vent très. J'ai plus l'habitude, quoi. Donc, Ah ouais, non, mais c'est infernal. C'est infernal. Et tout le temps. Tout le temps. Oh. C'est vraiment infernal. Et quand t'as du Mistral, c'est 3-4 jours d'affilée et même plus. C'était impossible. Donc, on avait tout pour partir. Et on se disait, mais on va où? On a commencé à regarder des cartographies pour les réseaux d'eau, l'eau. Donc le départ, il est climat. Quand même, excuse-moi de te couper, finalement l'intention de partir, de changer de territoire et de venir en Dordogne, elle est
prioritairement par rapport à l'activité professionnelle. Par rapport à l'activité et par rapport à notre bien-être finalement, parce que par exemple Christophe, qui est originaire d'Hollande, mais lui c'est un homme des pays nordiques, donc il s'habituait pas non plus au climat du Vaucluse. Un viking, ton mec. Un peu, au champ. Un vrai bûcheron. Ouais, je l'ai vu, je peux le dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien pour le tracteur, oui, bah c'est sûr, si tu avais pris un gringalet de 40 kilos. Pour le motoculteur, c'est plutôt pour plein de trucs. Voilà. Pour faire à manger aussi. Ouais. Voilà. J'espère qu'il va nous sortir un sanglier ce midi. Non, pas du tout. Tu vas manger bio et local de notre jardin. Ça va me faire manger des orties, je le sens. Bon, revenons à l'important. Mais oui, oui, tu dis pays du Nord, donc le climat, lui, il va pas bien. Et tout à l'heure, en off, il m'a dit aussi qu'il y avait trop de monde, non ? Oui, il y avait trop de monde, c'est ça. On avait envie de plus de ruralité, on avait envie de vert, de plus de vert. Parce que c'est vrai que pour faire 15 km, tu passes que devant des villes qui commencent à grandir en hauteur. Urbanisées. Ouais. Et... C'est quoi le périmètre ? Tout à l'heure, il me l'a dit, Christophe. C'est entre quelle ville et quelle ville, ou c'était devenu l'enfer ? C'était entre chez nous, c'était Châteauneuf-de-Gadagne, il y a Morières, il y a Avignon, l'Île-sur-la-Sorgue, Cavaillon. Tout ça, c'est devenu... c'est devenu des villes qui se sont rassemblées. Il y a 20 ans en arrière, apparemment, c'était la campagne, mais les villes ont grandi et du coup, c'est une grande ville, c'est une agglomération, de petites villes. Mais c'est devenu un peu infernal. Donc nous, on avait déjà fui les grandes villes, le trafic, tout ça, on en avait ras-le-bol, on n'en pouvait plus. Et finalement, dans le Vaucluse, on trouvait un peu de ça aussi. Donc on s'est dit, là, il y a le terrain on n'a plus de terrain. Ouais. Il va falloir trouver un terrain. On en a marre de cette région aussi, parce que le climat ne nous va pas. On s'est dit, c'est le moment de partir. Il n'y a que des signes qui nous disent, allez, il faut partir. Ok. Donc tout n'a pas été motivé quand même par l'activité professionnelle. C'était quand même un ensemble. C'était un ensemble, oui. Oui, c'était un ensemble. Et tout s'est fait assez rapidement. Ah oui, raconte. Ouais. On prend des cartes pour vérifier le climat, les tendances aussi, parce que voir dans 50 ans comment on sera, à peu près, même si on ne peut pas tout prévoir, mais avoir des idées d'endroits... Enfin, moi, dans 50 ans, je suis morte. T'en sais rien. T'imagines ? J'en sais rien. Ouais. Non, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y avait d'autres régions finalement ? Est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autres possibilités ? Exactement. Dis-moi. On s'est quand même concentré dans le sud-est, dans le sud-ouest, parce qu'on venait du sud-est. Oui. Dans le sud-ouest. Elle sait plus ce qu'elle dit. Oui, je ne sais plus. Donc on s'est quand même concentré dans cette région et on est allé voir des endroits dans le Lot et en Corrèze. Ok. On a vu quelques endroits là-bas, mais après, on est arrivé en Dordogne. Et on est arrivé par le Périgord vert la première fois. Et d'ailleurs, est-ce que quand vous avez fait ce périple pour trouver le bon endroit, c'est parce que vous aviez vu des propriétés achetées, des fermes achetées, et tu allais les voir, ou vous avez déambulé comme ça avec un camping-car, j'en sais rien. On a fait les deux. Avant de partir du Vaucluse, on s'est dit, vu qu'en 2023, en début 2023, qu'on avait décidé qu'on allait partir, on s'est dit, 2023, on ne produit pas. On a arrêté la production en 2020, donc fin 2022. En 2023, l'année dernière, on n'a pas produit. On avait un peu de stock quand même de produits, donc on s'est dit on va faire avec. On va arrêter la production pendant 1 an, le temps de chercher l'endroit, et après on recommencera là où on trouvera. On va faire un premier voyage en vacances, on va prendre des vacances. Ça faisait 3 ans qu'on ne prenait pas de vacances. On va faire des vacances. On va prendre le temps d'aller se promener un peu dans ces 3 régions qu'on avait Corrèze, vues. Lot, Dordogne. On va sentir les lieux. Quand on est arrivé en Dordogne, il n'y avait pas de doute. C'est vrai ? Ouais.
c'est rigolo parce que je me souviens, on se regardait les deux et on rigolait parce qu'on se disait ok, tu as ressenti la même chose que moi, c'est en Dordogne qu'il faut qu'on vienne. Et vous avez fait toute la Dordogne? On a fait toute la Dordogne. Ouais, parce que c'est grand la Dordogne. Ouais, c'est énorme, c'est énorme, vraiment. C'est aussi grand que l'Aveyron, je pense. Ouais, on a fait toute la Dordogne et on a eu un coup de cœur pour cette région du Périgord noir. Et finalement, cette maison, ce lieu où on est aujourd'hui, il n'était pas sur Internet au moment où on était venu visiter. D'accord. Mais on était en contact avec l'agence immobilière et on prévient l'agence immobilière qu'on avait pris une semaine pour revenir en Dordogne. On était en Dordogne, on était du côté des Aisies à ce moment-là. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Et elle nous dit, OK, alors je vais vous faire visiter une ferme qui vient d'être mise en vente. Il va falloir se décider assez rapidement parce que ça va partir comme un petit... Comme un petit pain, on dit. Comme un petit pain. Et donc, on est venu. On est venu visiter et on n'était pas encore arrivé dans la maison. On était encore sur le chemin. Ouais, qui est très beau d'ailleurs. D'accès. Et on s'est dit, il faut que ça soit là. Ah ouais? Il faut que ça soit là. Il faut que cette maison, elle ait toutes les conditions qu'on avait demandées. Et en effet, il y avait tout. Il y avait tout ce qu'on avait demandé. Alors, la liste des conditions, s'il te plaît, c'était quoi? C'était minimum 1 hectare de terrain. C'était une grange ou des annexes pour notre activité, pour installer notre séchoir, notre labo de transformation, pour installer mon lieu de travail, en gros. C'était avoir absolument un atelier pour Christophe qui est très bricoleur, avec toutes ces machines pour le bois et tout ça. Parce que nous, on aime beaucoup récupérer tout. on fait de la restauration de nos meubles, de tout. On a tout fait nous-mêmes. Et il fallait une maison pas très grande, mais pas trop petite non plus. Et il nous fallait aussi, parce que c'était déjà dans notre projet, les gîtes. Parce qu'on s'est dit, pour vivre d'une activité de PAM, de production de plantes médicinales, il faut passer à un niveau un peu supérieur, c'est-à-dire il faut passer à un niveau un peu industrialisé. Ouais. Et nous, ce n'est pas le but. On ne veut pas industrialiser notre entreprise. On veut que ça soit une entreprise à taille familiale, vraiment, petite. Et on s'est dit, en complément d'activité, les gîtes, ça va pouvoir nous équilibrer notre situation financière. Après, on s'est dit que dans le projet, il fallait avoir aussi un espace pour accueillir des groupes, pour accueillir des personnes pour mes ateliers, parce que je propose des ateliers autour des plantes. Christophe proposera, quand le potager sera visitable, de la permaculture, parce qu'il le faisait déjà dans le Vaucluse aussi, et ça marchait très bien. L'accueil des personnes, la transmission de nos savoirs, c'est vraiment dans notre démarche. C'est important pour nous de transmettre ce que nous, on a appris, d'apprendre, de donner l'envie aux gens de devenir plus autonomes. Voilà. Pour nous, c'est important de vivre de cette façon, de devenir autonome en eau. Et il y avait de l'eau sur place, donc c'était important pour nous. De vivre de notre potager. Bientôt, on aura le poulailler, finalement. J'adore les poules. Les œufs, surtout. Et puis, faire vivre aussi un petit peu la communauté, parce qu'on ne sera pas tout à fait autonome. On veut rester quand même en lien avec le village, avec les gens autour de nous. Il y a des gens qui font mieux, qui font des fruits, par exemple. On va acheter les fruits chez eux, la viande, même si on a beaucoup réduit le fromage. Voilà. On ne fait pas tout nous-mêmes. On a quand même des bons producteurs autour de nous et on souhaite rester en lien avec eux. Tu peux manger très très bien. Donc ça fait un projet global. Donc finalement, vous êtes arrivé ici et puis c'est le coup de cœur. Enfin, tout était réuni. Donc ça a été vite. Exactement, ça a été très très vite. Ouais. On a, en 3 mois, on a déménagé. Pas de doute. Pas de doute. Pas de doute. Ouais, c'était ça. Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être sage.
J'ai rencontré des jeunes, la trentaine, qui ont changé de vie et qui ont exactement le même raisonnement. Voilà. De toute façon, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour quoi que ce soit. Il n'y a pas d'âge pour avancer, il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose, il n'y a pas d'âge pour changer de métier, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Et il n'y a pas de définitif non plus. Donc, pour moi, le définitif n'existe pas. D'ailleurs, c'est un mot que je déteste. Définitif, mais c'est quoi le définitif? Il n'y en a pas. Pour moi, le définitif, c'est la prison, c'est la cloison. Si on me dit c'est définitif, bah, tu vas rester définitivement ici. Bah, automatiquement, je vais me sentir encloisonnée. Ouais. C'est pas possible. J'ai envie de liberté et j'ai envie de décider si aujourd'hui je me sens super bien ici, mais si demain je me sens pas bien, bah, je partirai ailleurs. Une erreur à éviter. Une erreur que tu as faite, que vous avez fait. Ouais. Ah, une erreur qu'on a fait. Alors, dès le début, on s'est basé beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de données scientifiques sur la production en soi de PAM, de plantes aromatiques et médicinales. Il y en a, mais pour des grandes productions comme la lavande, le thym, le romarin, mais les grandes productions pour la distillation, par exemple. Mais nous, on voulait faire que de la production de plantes pour nos tisanes, pour les plantes sèches et pour les élixirs. Donc, du coup, on s'est dit, on va aussi se baser un petit peu sur la production du maraîchage. Comment ça se passe? On va voir les deux et on va essayer d'apporter des infos d'un côté, prendre d'un côté, de l'autre, et faire un mixte. Ouais. Alors, erreur? Un peu d'erreur, parce que par exemple, la grande erreur qu'on a fait, c'est qu'on a préparé nos rangs, comme dans le maraîchage, avec, tu sais, le plastique biodégradable. Oui. Ah, c'est une grosse erreur. Principalement si on est dans un territoire très chaud. Moi, nos premiers rangs qu'on a plantés, moi, je mettais les mains dedans, dans la terre, et ça me brûlait les mains. Tellement c'était chaud là-dessous. Ah ouais. Du coup, au bout d'un mois, j'ai fait arracher tout le plastique. D'accord. J'ai tout enlevé. Et je n'ai plus jamais utilisé de plastique dans mes productions. Plus jamais. Le paillage, de la paille, du mulch, ce qu'on veut. T'as dit quoi? Le mulch. Le mulch? Le mulch, c'est quoi le mulch? C'est un genre de paillage. Ce sont des déchets végétaux qui sont bien broyés. Donc c'est un compost? Comme un compost? Oui, on peut dire comme un compost. On peut dire comme c'est de la tonte de gazon. C'est un mélange. Ça va nourrir? Ça va nourrir le sol et ça va en même temps protéger la surface. Donc il ne sera pas à nu. Les surfaces ne sont jamais à nu. D'accord. Donc ça va pas brûler, par exemple. Ça va peut-être rester un peu frais. Ça va conserver la température du sol. Ça va conserver l'humidité nécessaire, parce qu'il ne faut pas non plus que les plantes soient les pieds dans l'eau. Voilà, c'est quelque chose qui est très utile pour les plantes. D'accord, le mulch. Un mulch. Si je mets ça sur ma figure, tu penses que... Non, je pense pas. Je pense pas. J'aurais d'autres conseils pour ça. Très bien. Mais pas ça. Merci. Tu as réussi à tisser des liens assez facilement en arrivant dans une campagne comme celle-ci? Des amis, des rencontres? Alors, des amis, je peux pas dire encore. Bah, ça fait très peu de temps qu'on est là. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à tisser des liens. Une chose que j'ai beaucoup appréciée en arrivant ici, c'est que toutes les personnes qu'on a rencontrées, à qui on a parlé de notre projet, inclut la maire du village et les gens qui travaillent, la secrétaire de la mairie et les gens qui travaillent pour le village. À chaque fois qu'on leur parlait de notre projet, on a été super bien accueillis. Mais en plus de ça, ils nous ont mis en lien avec quelqu'un qui pourrait être intéressant pour nous.
ou nous aider quelque part. Donc de connecter quand de même. Nous connecter aux gens autour de nous. Carrément. Par exemple, on a eu besoin de fumier, de cheval pour Ils vous ont trouvé quelqu'un? Ils nous ont trouvé tout de suite le fumier. On a eu besoin de paille, ils nous ont trouvé tout de suite la paille. On a eu un problème quand on est arrivé, notre tracteur est resté enfoncé parce qu'il y avait beaucoup de boue. Il y a eu tout de suite un agriculteur d'un peu plus loin qui est venu avec son tracteur tirer le nôtre. C'était génial, quoi. Beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Et ça, c'est vraiment différent. J'avais jamais vu ça ailleurs. Ouais. On parle de nous, on parle de notre projet, et la personne, elle est déjà en train de réfléchir comment elle va pouvoir nous aider. Ouais. Comment elle va pouvoir nous mettre Elle en lien. Elle se projette dans notre projet aussi. Oui. Et ça, c'est génial, quoi. C'est vrai. Ça, j'avais jamais vu ça. Donc ça nous a vraiment beaucoup plu. Moins d'individualisme. Moins d'individualisme, ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Donc là-dessus, on se sent très bien. On a fait des belles rencontres, déjà, des très belles rencontres. Et ben voilà, et des amis, ça viendra, c'est sûr. À quoi tu ne renoncerais plus aujourd'hui en vivant ici en Dordogne? À quoi tu ne renoncerais plus? Ce calme. Voilà, tout à l'heure, il y avait un avion quand même. Oui, ok, mais bon, un petit avion de temps en temps, c'est pas très grave. Après, moi, mon premier métier, c'était l'aviation civile, donc j'étais bien calée là-dessus. Hein, mais non, c'est les bruits de la nature. Ce qu'on entend là. C'est des grillons. Ouais, c'est des grillons. C'est chouette, ça. Ça, c'est le Graal. Et t'entends aussi des oiseaux qui sont sur le grand sapin là-bas. Le soir, on entend la chouette. C'est... je pense que c'est surtout ça. Les bruits de la nature. Les bruits de la nature, ouais. Ok, très bien. Ils sont tellement apaisants et tellement... ça nous fait du bien, quoi. Même si on est un peu stressé des fois parce qu'on a trop de choses à faire, on a beaucoup de choses en tête et on aimerait tout faire en même temps. Finalement, les choses se font petit à petit. Et une chose que j'ai appris, c'est à relativiser. J'ai appris à relativiser depuis que j'habite à la campagne et plus encore depuis qu'on est arrivé ici. Parce que, je te disais tout à l'heure, avant, j'avais un agenda pour tout. Je me calais à quelle heure je vais au jardin, à quelle heure je vais faire une autre chose, à quelle heure je vais faire mes pétillants, etc. L'agenda, je l'ai oublié complètement parce que je me suis dit, finalement, rien ne se passe exactement comme je l'avais prévu. Puis c'est ça qui est stressant. Quand tu as cet agenda et que tu n'arrives pas à remplir toutes les cases, c'est ça qui est stressant. Mais c'est pour ça que je dis... Que tu l'abandonnes. Je l'abandonne et j'apprends à lâcher prise. Et j'apprends à vivre avec la nature et avec le climat et avec cette météo, avec cette pluie incessante. Aller faire des cueillettes entre deux averses. C'est comme ça. C'est vivre au rythme de la nature. Et c'est tellement, mais tellement gratifiant à la fin. Parce que moi, je le sens dans mon corps. Je suis beaucoup plus apaisée depuis que j'ai appris à vivre au rythme de la nature. Beaucoup plus apaisée, beaucoup plus posée, beaucoup plus souriante quand je rencontre des gens. La vie est belle, quoi. Ce qui est bien, c'est encore une fois, tu as répondu à ma question, parce que je voulais te demander quel rôle la nature avait joué sur toi, donc tu viens d'y répondre. Ouais, c'est ça. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de votre décision de changer de vie? On aurait dû le faire avant. Ah, c'est vrai? Eh oui. Des regrets? C'est pas vraiment des regrets parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours vécu ma vie à 100%, donc j'ai pas de regrets vraiment. Parce que j'ai aimé ma vie d'avant aussi. Hein, même si aujourd'hui je me sens très bien ici. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là que je me sens vraiment à ma place. Je suis vraiment moi. Ma nature, c'est ici ma nature. Ma propre nature à moi. Parce que c'est vrai que quand on est dans des métiers à responsabilité ou on se met on joue un rôle. On joue un rôle, exactement. On joue un rôle et je l'ai joué pendant des années.
Donc, quand tu te libères de ce rôle, qu'est-ce qui reste? Quand tu te libères du costume, moi, je dis toujours, moi, je me suis libérée de mon maquillage, vraiment littéralement, du maquillage, de mes talons, de mes costumes. Je me suis libérée de tout ça, de mon vernis à ongles. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est moi. Et je me sens bien parce que finalement, je suis moi et j'ose faire les choses. Et ça, tu aurais voulu faire plus vite. Maintenant que tu t'en rends compte. Exactement, parce que là, maintenant, j'ai tellement de rêves, j'ai tellement de choses à faire. Et je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Tu as dit qu'on allait vivre jusque 100 ans. Oui, mais on pourrait vivre jusqu'à 200 ans. On aurait toujours des choses à faire. C'est clair. Moi, j'ai encore plein de trucs à faire, c'est sûr. Et là, je n'ai pas un problème. Après, il faut se ménager. Le conseil à donner à ceux et celles qui voudraient le faire, tu en as parlé un petit peu déjà tout à l'heure, suivre son intuition, c'était ça? Oser. Oser. Ouais, oser parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas par peur. Ouais. Et puis, un jour, ils se réveillent trop tard et ils se disent qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ou quel sens j'ai donné à ma vie. Et je pense que c'est important de se dire, d'être conscient que de la même façon qu'on est là, il y a la naissance, il y a aussi la mort. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas immortel et que la mort va arriver. Mais avant de mourir, il faut être en paix avec soi-même. Et il faut, pour moi, c'est important de me dire, le jour où je vais mourir, je ne veux rien regretter. Ouais. Je veux être bien avec tout ce que j'ai fait. Je veux être fière de moi. Je veux être fière de mon entourage. Parce que c'est important pour moi aussi. La famille est très importante dans ma vie. Même si c'est pas... comment dire, même si la famille m'a fait aussi... je pense que la famille m'a fait quitter quelques croyances que j'avais. La famille est importante, oui, mais la famille n'est pas quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu as envie. Oui. De driver... non. Ou de exactement. Tes conditions. Exactement. De conditionner. Elle ne peut pas te conditionner. Ouais. La famille ne peut pas te conditionner. La famille, et pour moi, la famille, c'est un port d'abri. Ouais, ou un ancrage. Ou quelque chose sur lequel tu peux te poser ou te reposer. Exactement. Mais pas conditionner tes choix. Et il y a beaucoup de familles qui conditionnent les choix des enfants. Et plus tard, ça se reflète dans la vie que les enfants ont. Et moi, je n'ai pas envie d'arriver à l'âge où je vais mourir en ayant des regrets parce que je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire, parce que je n'ai pas su dire non quand je devais dire non, parce que je n'ai pas osé, parce que j'avais peur. Moi, je n'ai pas envie d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Moi, je n'ai peur de rien, d'ailleurs. Voilà. Moi, la peur, c'est... Depuis toujours, j'ai été... mais depuis toujours, et je l'ai inculqué un peu aussi à mon fils. Ton fils ? Il ne faut jamais avoir peur de quoi que ce soit, parce que la plus grande peur, c'est... Si on a peur, on ne vit pas. C'est toi, non ? La peur, c'est toi. En fait. C'est toi. Oui, elle est en toi, la peur. Ouais. Elle est en toi. Donc, c'est la façon dont toi, tu perçois les choses. Il faut que tu changes ta perception des choses. Parce que changer le regard, de regarder de notre prisme. Exactement. Si on a un regard bienveillant, si on a un regard ou de positif, pourquoi si ça marche pas ou si tu te trompes, tu as toujours moyen de changer de chemin. Oui. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Donc c'est pas grave si on se trompe. On fera autrement après. Ouais. C'est chouette d'ailleurs, c'est des expériences et ça nous fait grandir aussi. Elle ne mettra plus de plastique sur ses À ne plus cultures. mettre de plastique sur ses cultures parce que c'est nul déjà. C'est pas très... Et ça brûle les doigts. Voilà. Et puis, on nous dit que c'est bio, mais bon, c'est pas très bio quand même. Ouais, ce plastique. Donc, voilà. Merci.
si ça peut servir quelqu'un. Ben oui, je suis sûre. Tes activités, on les découvre, tu as Facebook, tu as Instagram et tu as un site. Très récemment, on a mis le site en ligne. D'accord. flowerspirit.fr. Ouais. Je mettrai aussi tous les descriptifs. Et on peut trouver tes produits dans certaines boutiques, je pense, à Montignac, on en trouve. Aujourd'hui, à Montignac. Ouais. Et puis, j'ai des boutiques dans le Vaucluse encore. Ici, dans le Périgord, pas encore. Les produits, d'ailleurs, qu'on retrouve, tu as toute la partie élixir. Les élixirs floraux. Voilà. Et j'ai ensuite, une gamme de 39 élixirs. Ouais. Et j'ai une gamme de 13 tisanes. 13 tisanes, 39 élixirs. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde, parce que tu me l'as expliqué tout à l'heure, mais à quoi sert un élixir ? Alors, les élixirs floraux sont une préparation qui va agir sur la sphère émotive, sur les émotions. Les émotions. Donc, par exemple, si tu as un choc émotionnel, par exemple, une perte de quelqu'un qui était très cher, ou même la perte d'un travail, ou d'un animal. Des événements durs. Un petit peu durs à passer. On a l'étoile de Bethléem, la dame de 11 heures, la fameuse, qui va agir sur l'émotionnel. Tu vas accepter plus facilement ce que tu vis, ce qui est arrivé, et tu vas dépasser plus facilement ce qui est en train de t'arriver. Pour terminer, qui serait la prochaine femme que tu aurais envie de me recommander pour passer à ce micro ? Alors, je ne connais pas encore beaucoup de femmes ici, dans le Périgord. Et je ne sais pas, je connais des productrices aussi, mais je ne sais pas si elles sont vraiment du coin ou si elles ont déménagé. Mais c'est pas grave, je connais pas trop leurs histoires. Mais par contre, je suis un compte sur Instagram qui m'inspire. D'accord. Qui s'appelle Born to be Wild, je pense. D'accord. C'est une nana, je sais pas trop son âge, mais la trentaine peut-être, maman d'enfants petits. Elle a travaillé à Bruxelles. Elle est d'origine vietnamienne. Elle a travaillé à Bruxelles pendant une dizaine d'années, je ne vais pas tout dire. Et elle s'est installée à Combriac, à côté de Bergerac, en plantes médicinales. Mais après, elle a fait des formations et elle fait du vin. Elle fait aussi de la lactofermentation. Elle fait de la cuisine, elle fait plein de choses. Sauvage. C'est génial. Merci pour le tuyau. Petit côté militant, un combat pour les femmes dans l'agriculture. Moi, je me retrouve beaucoup dans son travail. Si tu devais recommander ce podcast à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'écouter. Parce que ça a fait quoi ? Principalement aux femmes, pour celles qui ont peur, en écoutant les podcasts de toutes ces femmes, de toutes ces NFC. Je pense que déjà, elles vont se poser des questions, pourquoi j'ai peur, voilà, parce que finalement, il n'y a pas de raison. Et puis, c'est inspirant, on va s'y retrouver, quelque part, on va s'y retrouver. Et puis, ça peut donner des idées pour que je me lance, pour que j'aille à la rencontre de ces gens. Moi, ça m'a donné très envie de rencontrer des gens. Les 2 dernières questions. Et tout à l'heure, tu en as parlé, mais j'ai dit que tu me répondras. C'est une question de la fin. C'est définitif ? Ah ben non. Mais comme je te disais, pour moi, il n'y a pas de définitif. Rien n'est définitif. Non, c'est pas définitif. C'est un bout de chemin. Et après, j'espère, avec Christophe, on se dit souvent, j'espère qu'on passera le reste de nos vies ensemble, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on en a envie, mais demain, on ne sait pas. Donc, non, définitif, il n'y a pas de définitif. De quoi tu es la plus fière ou la plus heureuse aujourd'hui ? Alors, c'est difficile à répondre à ça. D'un côté, je suis très fière de moi. Ok. Bon, après, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais j'ai appris à m'aimer. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être bien avec soi-même. Du chemin que j'ai parcouru, de toutes les rencontres que j'ai faites.
et de celles que je vais faire encore. Parce que pour moi, c'est ce qui me nourrit le plus, c'est ces belles rencontres. Et c'est à la terre déjà, la nature, ça me nourrit, mais les belles rencontres me nourrissent encore plus. Et ici, il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup, exactement. Et puis, bien évidemment, je suis très fière de mon fils, aussi du parcours qu'il a fait. Je suis fière aussi de Christophe parce que finalement, lui, c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter, mais il a fait cet effort et il a réussi. Aujourd'hui, on est bien ici, mais tout au début, c'était pas toujours évident. C'est quand même changer de vie, c'est pas toujours évident. Oui, non, ça peut paraître simple comme ça à nos micros, mais c'est pas toujours simple. Non. Donc, je suis fière de lui aussi, qui a réussi à dépasser toutes ses peurs. Les peurs de est-ce qu'on va manquer, parce qu'on change complètement de vie. Non, aujourd'hui on est bien, quoi, et on est fiers de ça. Voilà. Ok. Si ton fils il était à cette table, là, regarde, il est là, hop, qu'est-ce qu'il te dirait, tu crois ? Déjà, il serait en train de me faire un gros câlin et de dire « Maman, je suis super fière de toi ». Il me le dit souvent, donc on a une très belle relation, même si il est parti, il avait 17 ans, il s'est pas adapté à la France, donc c'était pas. Après, on était en région parisienne, donc c'était très difficile pour lui. Il s'est pas adapté à Paris. Exactement, il s'est pas du tout adapté à Paris. Il est retourné au Portugal où il a fait sa vie et il est bien aujourd'hui. Mais je sais qu'il est fier parce que chacun de nous a trouvé ce qui nous fait du bien. Et on a compris que... Moi, j'ai compris que mon fils ne m'appartient pas. Et que moi non plus, je ne lui appartiens pas. On se complémente, on a besoin de se savoir bien d'un côté et de l'autre. Mais chacun a sa vie et chacun vit sa vie à sa façon et c'est très bien comme ça. Parce que tout à l'heure, tu as bien dit, tu as dit très justement qu'il ne fallait pas que les familles conditionnent le chemin des uns et des autres. Exactement, c'est ça. Eh bien écoute, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire, qu'on n'aurait pas évoqué pendant toute notre conversation ? Est-ce que tu as une phrase pour la fin ? Est-ce que tu as un message pour... je ne sais pas. Dis-nous, pour clôturer le podcast, qu'est-ce que tu as envie de dire ? J'espère que les NFC deviennent une grande communauté, que ça devienne une production fleurissante. Ouais, c'est ça, c'est bon terme. Voilà, que ça fleurisse, que tu continues à faire ça parce qu'à inspirer d'autres femmes, c'est super important. Puis, si quelqu'un a des doutes, je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant que vivre dans une sobriété qui nous apporte le bonheur. C'est comme disait Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Et c'est vers où je tends et c'est ce que je veux et c'est ce que moi je souhaite à notre humanité et qu'on se retrouve aussi dans notre humanité. Et peut-être aussi dans cette communauté de NFC que grandisse la sororité. Parce que je pense qu'on a manqué de ça pendant beaucoup de temps. Et voilà, tu es en train de créer cette communauté. J'espère qu'elle va grandir et que la sororité revienne. Donc on termine avec ça ? On termine avec ça. Merci Paola. Merci beaucoup, c'était vraiment chouette. Sandrine. Franchement, tu m'as donné beaucoup de matière, tu as donné beaucoup de conseils, des choses concrètes. Je pense qu'il va être riche ton podcast. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Maintenant, on va appeler le chef. Le chef cuisine. Merci Paola, merci beaucoup. Merci à toi Sandrine. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook.
Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!